Cette semaine à TVL Info, des lits pour prévenir l'itinérance, élection partielle à Colombier, une ligne électrique endommagée à Forestville. Faciliter l'accès à un logement constitue un enjeu central tant pour la prévention de l'itinérance que pour aider les personnes à en sortir. La Côte-Nord bénéficie présentement de 11 unités d'hébergement en itinérance et 6 seront encore à distribuer. Un logement abordable, sécuritaire et salubre, jumelé à du soutien et à de l'accompagnement adapté aux besoins des personnes, a fait ses preuves selon le porte-parole du CIS de la Côte-Nord, Pascal Paradis. À cet égard, des mesures financées par le ministère de la Santé et des Services sociaux sont inscrites dans le plan d'action interministériel. On y retrouve l'attribution de suppléments au loyer dans le cadre du programme de suppléments au loyer marché privé et d'autre part, des modalités d'accompagnement pour les personnes participantes au programme. Concrètement, la personne en situation d'itinérance ou à risque qui répond aux critères d'accès à ce type de soutien doit trouver un logement dans le secteur privé. Ce logement doit répondre aux normes émises par l'Office municipal d'habitation, comme le nombre de pièces, le coût mensuel, la salubrité, etc., qui acceptera ou non ce choix. Quand tous les critères sont en place, la personne devra débourser seulement 25 % de son revenu pour le paiement du loyer au propriétaire privé. Le reste est subventionné par l'OMH et la municipalité dans laquelle se situe l'OMH et le loyer, précise M. Paradis. Actuellement, le loyer minimum est de 177 $ pour un adulte sans enfant. Il se pourrait toutefois que la part du locataire soit assumée par une fondation ou un programme de subvention. Dans ce cas-ci, le locataire pourrait donc n'avoir aucun frais à payer, ajoute Sylvain Fournier, conseiller en communication et relations avec les médias à la Société d'habitation du Québec. Une fois le logement approuvé, l'OMH qui s'est vu attribuer une unité d'hébergement devra faire l'accompagnement avec le bénéficiaire. Il doit vérifier l'admissibilité de la personne avec les critères prévus par la SHQ, vérifier l'état du logement, préparer les documents pour signature du bail notamment. Pour avoir accès à ce programme, les locataires doivent être référés par un intervenant via un formulaire de présentation. Un premier comité de sélection évalue la demande selon une grille d'analyse spécifique. Lorsque la candidature est acceptée, la demande est acheminée à l'Office d'habitation ou à l'OMH. Un décret a permis d'alléger le processus, assure le porte-parole du CIS. La répartition des suppléments au loyer est assurée par le CIS de chaque région. Pour la Côte-Nord, l'accord du comité itinérance régionale est nécessaire. Certains suppléments au loyer demeurent flottants et sont attribués selon la demande. Un programme de supplément au loyer non utilisé peut aussi être transféré de municipalité au besoin. Au total, dans la région, 9 unités sont réservées pour les adultes et 8 pour les jeunes qui sortent des centres jeunesse, s'élevant ainsi à 17 suppléments au loyer. Pour l'instant, 11 sont attribués et 6 restent à octroyer. Le conseiller municipal numéro 4 à Colombier, Kevin Croteau, a démissionné de ses fonctions le 1er novembre, ce qui entraîne la tenue d'une élection partielle. Les élus ont accepté la démission du conseiller à la séance du conseil municipal du mois de novembre. Il a donné comme raison qu'il est très occupé avec ses enfants et qu'il désire donner du temps à sa famille, selon la municipalité. Pour les intéressés, la période de mise en candidature se tiendra du 13 au 27 janvier. Quant à la date de scrutin, si plusieurs candidats se présentent, elle est fixée au 26 février et au 19 février par anticipation. Le vote par correspondance est aussi accepté. Les coûts de cette élection partielle ne sont pas encore déterminés. Les virus respiratoires et les patients en attente d'hébergement ont continué de faire exploser les taux d'occupation des urgences de la Côte-Nord durant le congé des fêtes. La santé publique craignait le pire et mettait en garde les Nord-Côtiers avant le début des vacances des fêtes. Avant Noël, elle suppliait la population de respecter des règles d'hygiène strictes lors des rassemblements et le port du masque en lieu achalandé, tandis que les taux d'occupation dépassaient déjà les 200 % depuis plusieurs semaines. La situation ne s'est pas améliorée. Par exemple, entre Noël et le jour de l'an, l'urgence de l'hôpital Le Royer de Bécomo affichait un taux d'occupation de 240 %. En date du 9 janvier, les urgences de Sept-Îles et de Bécomo étaient toutes les deux à 160 % du taux d'occupation.
C'est mieux, mais toujours considéré comme très élevé, soit le plus haut niveau d'attente par le site web de l'Index Santé qui répertorie les temps d'attente dans les urgences du Québec. En Mingani et à Port-Cartier, le taux d'occupation est aussi très élevé à 100 %. Les pavillons de Forestville et des Escoumins s'en tirent bien avec respectivement 9 % et 57 % d'occupation. Le nombre élevé de patients en attente d'hébergement a un impact sur le taux d'occupation dans les urgences de la région, principalement à Baie-Comeau et Sept-Îles, selon le CIS de la Côte-Nord. Ces patients occupent des lits d'hospitalisation en attente d'un lieu d'hébergement répondant à leurs besoins. On compte aussi plusieurs cas de COVID, d'influenza et de VRS sur les civières, toujours d'après le centre de santé. Le CIS rappelle qu'il est préférable de consulter le 811, de prendre un rendez-vous avec son médecin de famille ou d'appeler le guichet d'accès à la première ligne avant de se présenter à l'urgence. L'entreprise Récupération Brisson de Portneuf-sur-Mer a été déclarée coupable le 1er novembre de 2 infractions au règlement sur les matières dangereuses. Elle devra verser 2 amendes totalisant 25 413 $. Selon le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le 6 août 2019 à Portneuf-sur-Mer, l'entreprise a entreposé des matières dangereuses résiduelles sous un abri dont le plancher ne formait pas un bassin étanche pouvant contenir les capacités prévues à l'article 34 du règlement sur les matières dangereuses. L'entreprise a aussi omis de fermer de manière étanche un récipient de matières dangereuses résiduelles placé à l'extérieur, contrevenant ici à l'article 45 du règlement sur les matières dangereuses. L'entreprise nord-côtière a été condamnée à verser 2 amendes de 7 500 $ chacune pour un total de 15 000 et doit en plus rembourser les frais et la contribution applicable qui s'élève à 10 413 $. Une initiative a été lancée sur la sensibilisation du travail forestier par l'Association forestière Côte-Nord, l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Alliance Forêt boréale. Ces 3 organisations ont lancé ensemble de courtes vidéos dans le but de démontrer l'importance des travailleurs, notamment pour le renouvellement de nos forêts et ainsi défaire les mythes sur la foresterie. Leur mission est d'informer et de sensibiliser la population aux enjeux du milieu forestier. Elles doivent expliquer aux gens comment se fait la gestion de la forêt au Québec, que c'est un aménagement forestier durable, qu'il y a une différence entre la coupe forestière et la déforestation. Elles ont également comme mandat de valoriser les métiers forestiers et par le fait même les travailleurs, les entreprises et les activités forestières de nos régions. Avec des mises en scène de jeunes dans le milieu scolaire, les interactions permettent d'éduquer davantage ce que font les travailleurs forestiers au-delà de la déforestation. Le ministère des Transports du Québec a obtenu 6 soumissions pour le projet de relocalisation de la route 138 dans le secteur Bon-Désir-Aubergeronne. C'est l'entreprise Les Constructions de l'Est d'Alma qui a proposé le prix le plus bas, soit 8,9 millions de $. L'ouverture des soumissions avait lieu le 14 décembre et le projet est toujours en attente des conclusions du contrat. Celles-ci sont actuellement à l'étape de validation et d'analyse. Aucune information supplémentaire ne peut être divulguée pour le moment, selon Caroline Rondeau, conseillère en communication au ministère des Transports du Québec. Pour les autres soumissionnaires, on en retrouve 2 de la Côte-Nord. Il s'agit de Roland Munger de Baie-Comeau pour une somme de 10,9 millions de $, ainsi que les excavations à Savard de Forestville pour 15,5 millions de $, soit la soumission la plus élevée. EJD Construction de Baie-Saint-Paul, 11,1 millions de $. Construction JR Savard LT de Saint-Honoré, 12,5 millions de $. Et Construction Polaris CMM de Québec, 13 millions de $, sont les autres entreprises intéressées par le projet Nord-Côtier. Notons que le montant estimé sans les taxes par le MTQ se situait entre 5 et 10 millions de $. Le contrat consiste en plus en des ouvrages d'entretien routier et de génie civil. Le début des travaux en 2023 est toujours souhaité par le ministère selon la porte-parole. Rappelons que les travaux de relocalisation sont prévus puisqu'une masse de sol s'avance lentement vers le fleuve sous l'effet de l'érosion, engendrant des risques de glissement de terrain d'après le MTQ. Une ligne électrique de 735 kV au nord de Forestville a causé bien des soucis à Hydro-Québec. Le verglas et l'accumulation de glace survenue à la mi-décembre demandent la mobilisation d'une quarantaine de travailleurs pour effectuer les travaux de réparation.
3 autres lignes nécessitaient des opérations de dégivrage sur la Côte-Nord, mais n'ont pas subi de dommages physiques. Elles ont été remises en fonction rapidement en décembre. Toutefois, la ligne reliant le poste Montagnet et le poste Laurentide à Québec ne s'en est pas tirée indemne et elle est toujours impactée. Selon les explications d'Hydro-Québec, la chute des conducteurs a été entraînée par le poids de la glace sur 4 portées, zone située entre 2 pylônes. Il n'y a eu aucun dommage sur les pylônes, mais les conducteurs doivent être remis en place, ajoute la conseillère Relations avec le milieu, Andréane Jean. La ligne est difficile d'accès, ce qui complique la réalisation des travaux qui se déroulent sur une dizaine de kilomètres. Il y a actuellement une quarantaine de personnes mobilisées pour les travaux sur la ligne endommagée, monteurs de ligne, opérateurs de machinerie, techniciens. Hydro-Québec prévoit terminer les travaux pour la fin janvier. Il n'y a aucun impact pour la clientèle. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine.